C'est-à-dire qu'au départ, l'idée était venue d'une activité de consultation que j'ai sur les maladies rares du métabolisme, et notamment des micronutriments et des vitamines, et où j'avais vu donc une femme qui allaitait et dont le nouveau-né avait une anémie mégaloblastique. Et en général, les pédiatres, quand ils sont devant cette situation, pensent à une cause génétique. Et donc, m'avait été adressé pour faire toute la partie prise en charge génétique et, comme on dit, métabolique. Et en fait, dans la littérature, les personnes qui connaissent bien le sujet de la vitamine B12 savent qu'il faut toujours prêter attention au véganisme, donc les végétaliens et aux végétariens, et bien sûr, ça fait partie de l'interrogatoire de manière systématique, et il se trouve que cette femme était végétarienne, et qu'en plus, après, les investigations génétiques se sont avérées totalement négatives, et que bien sûr, quand on l'a disons, supplémentée en vitamine B12, tout est rentré dans l'ordre, et elle a pu continuer d'allaiter. Donc il m'avait semblé qu'il y avait là un message quand même sur la communauté médicale qui était important, et moi j'étais donc beaucoup plus axé en fait sur le mauvais côté, en fait, les effets secondaires, les problèmes santé liés au régime végétarien, peut-être trop strict. Et puis c'est un débat dont on parle depuis longtemps dans notre communauté, intéressée aux micronutriments, peut-être beaucoup plus que sur le côté favorable. Mais bien sûr, pour pouvoir conclure, il fallait avoir une approche vraiment objective. Donc ça, c'était la porte d'entrée. Il se trouve que depuis cette porte d'entrée, il y a eu des événements sociétaux qui ont fait que, eh bien, on était, comme le président l'a rappelé, dans un débat qui dépassait largement cet aspect micronutriments. Alors, diapositive suivante. Donc, on va passer peut-être sur la suivante. Le contexte sociétal, effectivement, un sujet d'actualité. Quand on lit la presse ou qu'on écoute les médias, on sait qu'il y a de plus en plus de manifestations de véganes. Alors, on appelle vegan, c'est bien sûr une traduction donc de l'anglais. On sait qu'on parle de régime végétalien et de végétalien, donc les deux termes existent, mais on utilise beaucoup plus maintenant ce terme issu de l'anglais. Et donc, vous voyez ici un exemple, par exemple, en juin dernier, d'une manifestation quand même assez importante parce qu'il y a 3000 personnes, et je pense que cette photo illustre bien: fermons les abattoirs, lutter contre toute forme restée, etc. Et on voit bien derrière chaque morceau de viande, etc. Donc il y a une attitude qui est quand même, on va dire, très dogmatique et assez ultra, enfin, dans un combat qui, on peut parler de véritable lutte de société, d'un groupe qui ne sont pas bien sûr les végétaliens, mais qui représentent malgré tout un groupe qui influence fortement l'opinion. Alors, diapositive suivante. Ah oui, vous pouvez peut-être voir également dans cette diapositive, on revient à la précédente, un point important, c'est, vous voyez ici que parallèlement, vous avez ici des images qui correspondent à des vidéos qui avaient été prises dans les abattoirs, on va y revenir tout à l'heure. C'est un deuxième point du débat de société. Donc, contexte sociétal, beaucoup plus récemment, mais ce sont des événements qui sont également intervenus en Angleterre, par exemple, hein, ce n'est pas spécifique à la France, où on a en fait des dégradations, des attaques, des vandalisations plus exactement, de boucheries, comme vous avez ici un exemple, la boucherie du parc d'Épinay-sur-Orge, mais il y en a eu d'autres depuis. Là, ça date du 1er septembre 2018. Donc, il y a une sorte de continuum sur en fait, ces actions faites par des militants végans. Diapositive suivante. Donc, on va résumer un peu ce contexte sociétal. On va dire qu'il y a quand même une évolution depuis 2 décennies. La France en 80, alors on est loin des 2 décennies, là on est sur une échelle plus grande, mais avait atteint un pic de consommation de viande de 100 kg de produits. On va voir que ça représente vraiment un seuil important par rapport à d'autres pays. Mais si on revient aux 2 dernières décennies, il y a d'abord eu le scandale de la vache folle en 1996, et ça je crois qu'on ne peut pas l'ignorer. Ça a été vraiment une sorte de petit séisme dans l'industrie agroalimentaire. Je pense que Charles-Henri pourrait en parler beaucoup plus savamment que moi. Mais voilà, qui a déjà marqué cette interrogation sur la filière de production de la viande en France et en Europe. Après, eh bien, il y a l'association L214. Donc c'est le nom de l'article du Code rural qui a désigné les animaux comme des êtres sensibles. Donc cette association a repris ce numéro pour cela. Donc publie des vidéos, dont la première en 2016 dans l'abattoir de Limoges, un des plus grands abattoirs municipaux de France, et depuis dans pas mal d'autres
abattoirs, avec une revendication sur, bien sûr, les conditions d'abattage des animaux pour que ce soit éthiquement relevant, mais derrière, il y a aussi peut-être d'autres aspects, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les conditions d'abattage, mais en substratum également la filière de production de la viande. Et derrière, donc, les actions violentes de certains groupuscules végans contre les boucheries. Donc on voit qu'il y a un débat qui évolue autour de l'alimentation carnée. Et puis enfin, un autre aspect qu'on ne peut pas négliger, qu'on entend de plus en plus depuis maintenant une petite décennie, c'est l'impact environnemental de l'industrie agroalimentaire. Alors on ne va pas parler ici des pesticides, des herbicides, des fongicides, etc. Mais un autre impact, en fait, c'est la production des gaz à effet de serre, notamment par l'élevage des bovins, on y reviendra tout à l'heure, mais pour les porcs, comme vous le savez également, il y a des problèmes environnementaux, notamment en Bretagne, qui sont largement débattus donc dans les médias. Donc voilà un peu le contexte. Alors maintenant, prenons des données objectives et voyons l'évolution de la consommation, tout d'abord de végétaux. Donc on va commencer par l'évolution des végétaux. Donc vous voyez que si on prend en 1961, en France, en fait, et vous voyez, le bassin méditerranéen était des forts consommateurs de végétaux, donc ce n'est pas une surprise. Et si on regarde la dérivée, on va voir qu'en fait, il y a une évolution qui se fait vers d'autres pays. Et vous allez voir que... Alors, normalement, ça marchait. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Vous voyez, 2013, eh bien, on voit une augmentation de la consommation de végétaux en Amérique du Nord, et on va voir que ça correspond vraiment à une évolution. Vous voyez qu'au contraire, dans l'Europe de l'Ouest, il y a une diminution de la proportion relative des végétaux, et puis on retrouve des endroits comme la Chine, bien sûr, qui sont des forts consommateurs. Maintenant, si on revient à la diapositive précédente, on va regarder la viande. Vous voyez que la viande... Forte consommation en Mongolie pour des raisons tout à fait culturelles. Ici, vous voyez, c'est l'Australie qui est vraiment qui ressort. Bon, et puis l'Argentine pour des raisons évidentes. Hein. Mais vous voyez que les pays d'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, voilà, sont, on va dire, dans une médiane. Enfin, sont dans cette zone-là. Si maintenant on regarde l'évolution en 2013, eh bien, vous voyez que les choses ont bien changé. Les États-Unis deviennent des forts consommateurs de viande, on retrouve toujours l'Australie, on retrouve toujours l'Argentine, et vous voyez qu'il y a eu des marges de progression importantes pour l'Europe de l'Ouest, le Canada, et donc une partie du bassin méditerranéen. Alors, donc voilà, et puis bien sûr l'Afrique du Sud. Donc voilà, on voit que les pays développés ont fortement augmenté, pour résumer, leur consommation de viande. Maintenant, si on stratifie un petit peu plus finement, diapositive suivante, eh bien, on va voir qu'on retrouve donc ces données, vous voyez, d'augmentation de la viande aux États-Unis, qui était déjà très élevée, comme on l'a vu tout à l'heure, une forte augmentation de l'Union européenne qui a pratiquement rejoint en fait les États-Unis. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que des pays qui étaient en voie de développement, les pays qui étaient émergents, sont maintenant dans une logique de développement beaucoup plus importante. Et on a eu une véritable poussée exponentielle de la production de viande, c'est caractéristique de la Chine. Donc l'impact en nombre d'habitants, évidemment, si vous rapportez à la population, cette augmentation de consommation a un impact, j'allais dire, phénoménal sur l'ensemble de la population. Alors vous avez d'autres pays, bien sûr, mais ce que vous remarquez, c'est que l'Inde, si on veut contraster la Chine et l'Inde, qu'on compare toujours en fonction de leur historique par rapport à l'économie, eh bien vous voyez que l'Inde est restée dans des seuils de consommation très bas. Et donc on va revenir, à la diapositive suivante, sur ça un petit peu ultérieurement. Donc comme je vous avais dit, l'impact sociétal, l'augmentation de la consommation de viande, mais également l'impact sur l'environnement. Là vous avez donc une très belle revue générale qui a été écrite par Tillman Clark dans Nature et qui montrait que finalement il y a une vraie interaction entre la production agroalimentaire et les enjeux environnementaux et l'alimentation de l'homme. On a un trépied avec des interactions entre les trois. Alors qui peut être un cercle vertueux mais qui pourrait devenir un cercle vicieux quelque part. Donc ça c'est dans leur revue une des plaques qui me paraît très intéressante, qui vous montre que en fait, la production de gaz à effet de serre est bien sûr la plus élevée, et ça je pense qu'on le sait bien dans les médias, dans la production de viande bovine, des ruminants. Vous voyez, c'est complètement différent par rapport au porc. Mais vous voyez aussi que par exemple dans l'aquaculture, eh bien, on peut aussi avoir des productions de gaz à effet de serre
et également la pêche au filet pour des raisons différentes, parce que c'est des pêches qui sont mécanisées. Celle-là, c'est vraiment lié à la production des gaz par les animaux, donc là aussi Charles-Henri pourrait en parler beaucoup plus savamment que moi ou Jean-Paul. Voilà, donc diapositive suivante par rapport aux céréales, bien sûr. Alors voilà, donc ça c'est l'impact sociétal. Maintenant, je voudrais qu'on regarde le côté évolution, hein, qu'on fasse un flashback. Alors le flashback, pour moi, il commence ici, hein, 7 millions d'années. Vous voyez, on a une dichotomie entre les grands singes hominidés, proches de l'homme, et puis donc disons le phylum Homo. Et donc le phylum Homo, qui n'est pas uniquement, on va le voir, homogène par rapport à Homo sapiens sapiens, on y reviendra ultérieurement, mais il faut situer Tuman ici, Tuman qui est censé être en fait le premier hominidé, donc tchadensis, dans le Haut-Tchad, où on a trouvé en face ce crâne qui laissait supposer qu'on avait en fait là le premier bipède. Donc on est quand même 7 millions en arrière, ici, donc les travaux de Brunet. Et donc là, vous voyez qu'il y a ce phylum, cette divergence en matière de phylum. Les bonobos, les chimpanzés, si on regarde, les bonobos et les chimpanzés, ce sont des frugivores. Et donc les gorilles, eux, ils mangent beaucoup plus des feuilles, des racines, etc. Mais eux sont des frugivores. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils mangent de temps en temps, de manière très épisodique, de la viande. Et c'est fait vraiment de manière sociétale, c'est-à-dire qu'ils se réunissent tous, ils organisent des chasses de plus petits singes ou des petits mammifères. Et donc ils vont consommer, mais tous ensemble, il y a une sorte de rituel, c'est très intéressant, où ils consomment de la viande, mais très peu. Donc ça montre déjà que dans leur évolution, ils avaient intégré la nécessité d'avoir la viande. Alors on ne va pas parler de relation de cause à effet, mais d'un point de vue observationnel, c'est intéressant de voir que dans cette période-là, eh bien, le phylum Homo, lui, il était également dans la même attitude, c'est-à-dire qu'il était essentiellement frugivore. D'accord ? Alors on ne sait pas quand est-ce que chez la branche chimpanzé-bonobo, l'introduction de la viande, on peut la situer, mais on sait que, vous voyez, c'est assez tard, en tout cas pour la branche Homo, puisque c'est à 2 millions, un tout petit peu. Mais quand vous situez Lucie, par exemple, Lucie qui a été trouvée en Éthiopie, eh bien, Lucie, donc c'est africanensis, c'est 3,2 millions d'années avant. Et donc, vous voyez, il y a vraiment une distance en termes de temps très important entre Lucie et donc l'introduction de la viande. Donc, tout ça pour dire que dans l'évolution, pour aller vers Homo sapiens sapiens, l'introduction de la viande s'est fait quand même dans le dernier tiers quoi, de l'évolution, si on part de Tuman. Voilà. Alors, maintenant, si vous regardez, bien sûr, vous savez qu'en anthropologie, on regarde beaucoup les mâchoires. Ben, vous voyez bien que la mâchoire de l'homme, par rapport aux frugivores chimpanzés, c'est très très proche, quoi. On n'a pas une mâchoire de carnivore. Enfin, voilà, je ne vais pas faire de... Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a en fait une mâchoire qui est une mâchoire plus proche des frugivores, bien sûr, nous sommes des omnivores, mais vous regardez des omnivores ici, vous les voyez, on n'est pas vraiment des omnivores, quoi, d'un point de vue de l'évolution. Alors, tout ça pour dire qu'à partir de l'introduction de la viande, bien sûr, dans tout ce phylum donc Homo, vous voyez qu'on a eu Homo habilis, Erectus, et que Sapiens, bien sûr, vient tardivement. Ce qu'il faut voir, que ça introduit des modes de comportement en société qu'on retrouve chez les chimpanzés, c'est-à-dire la chasse en groupe, organisée, intelligente, la stratégie, etc. Bon, est-ce que ça a joué un rôle dans le développement de l'intelligence sociétale? C'est une question que se posent des anthropologues, mais qui est intéressante, enfin voulant dire que la viande peut jouer un rôle, direct ou indirect. Alors, nous, on est un petit peu obsédés par les micronutriments et la méthionine, à cause des métabolismes qu'on étudie, mais la méthionine, c'est aussi les méthylations, c'est aussi l'épigénétique, l'épigénome, c'est aussi des questions qu'on peut se poser en termes de biologie moléculaire et nutrition. Diapositive suivante. Alors maintenant, voyons un peu la situation présente. La situation présente, on vous a sélectionné une publication intéressante parce que c'est quelqu'un qui a regardé aux États-Unis, différentes régions des États-Unis où il y a des prévalences assez marquées, des contrastes assez différents de régimes alimentaires. Et il y a notamment une région particulière qui est le sud-est des États-Unis où en fait les personnes qui ont réalisé ce travail ont défini un groupe de sujets qui avaient une nourriture riche en viande, viande transformée, beaucoup d'œufs, des matières grasses ajoutées, des fritures, des boissons sucrées. Bon, c'est un peu l'archétype
C'est pas exactement la western diet, hein, parce que c'est quand même très très riche en viande. Donc, voilà. Et donc ils ont regardé par rapport à d'autres régimes, à 4 autres régimes, et ce qu'ils ont montré, c'est que ce régime alimentaire du sud-est des États-Unis est associé à un risque de surmortalité, toutes causes confondues. Donc c'est pas cardiovasculaire comme on dit habituellement ou métabolique, c'est vraiment surmortalité, hein, comme vous voyez. Donc voilà. Alors, donc ça pose déjà une question à ce niveau-là. Diapositive suivante. Maintenant, regardons un peu que recommandent les pays. Une petite surprise, c'est que c'est très culturel les recommandations nutritionnelles. C'est bien sûr basé sur des faits observationnels de l'épidémiologie, mais malgré tout, vous voyez dans le mode d'expression, c'est pour ça que je vous ai mis les deux. En France, les recommandations, c'est viande, poisson, œuf, 1 à 2 fois par jour. Aux États-Unis, c'est aliments protéiques 5 fois par jour. On ne vous dit pas viande ou poisson, c'est-à-dire aliments d'origine animale, on vous dit aliments protéiques. Donc il n'y a pas de recommandation aux États-Unis pour manger de la viande. Et quand vous regardez les recommandations de l'Association américaine de diététique, ben, il vous explique effectivement qu'un régime végétarien, pour peu qu'on y apporte des compléments, est tout à fait correct pour la santé. Donc il n'y a pas de véritable interrogation sur le problème aux États-Unis, alors qu'en Europe, on peut dire qu'il y a un débat. Voilà, donc vous voyez, j'ai insisté plus là-dessus. Après, si on prend les fruits et légumes, bon, Benjamin est là, donc s'il y a Pilar que je n'ai pas parlé du PDNS, ce serait une erreur. Donc voilà, au moins 5 par jour, on le sait tous, c'est un message de santé publique qui est parfaitement passé dans l'alimentation. Vous voyez que pour les États-Unis, en fait, bah, quand vous additionnez les fruits et les légumes, on est à 4 par jour, on est un petit peu en dessous, quoi. Hein, voilà. Par contre, les céréales, les produits céréaliers sont bien détaillés, ce qui n'est pas la même chose. Et quand vous voyez le contexte, on va dire agroalimentaire, on peut comprendre qu'aux États-Unis, on insiste plus sur le côté aliments céréaliers, produits céréaliers. Diapositive suivante. Donc, le régime méditerranéen, bah, en Europe, c'est évidemment un régime qui nous intéresse tous, qui a été très étudié. Il y a les études qui ont été faites à Lyon. Il y a un New England très récent qui a été fait par une équipe, une étude d'intervention qui a été faite par une équipe espagnole, qui donne des résultats très intéressants. Ce régime méditerranéen, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il y a plusieurs définitions du régime méditerranéen, donc il faut rester simple. C'est quand même une consommation de viande limitée. Ça peut être de la viande 1 fois par semaine. Le régime méditerranéen, c'était le régime de régions qui étaient pauvres en termes de ressources et qui utilisaient vraiment l'environnement immédiat. Donc consommation de viande limitée, apport hebdomadaire de poisson. Et puis pour les apports protéiques, bien sûr, les légumineuses, qui, comme vous le savez, sont la fraction végétale la plus riche, notamment en méthionine, hein, mais bien sûr en protéines. Alors, avec, je reviens là-dessus, une différence, hein, la teneur en méthionine dans les végétaux, c'est au maximum 2-2,5%, alors que c'est 5% dans la viande. Alors, voilà, prise quotidienne de céréales, de légumes, de fruits, de produits laitiers. L'huile d'olive est extrêmement importante hein, dans le régime méditerranéen, ça on pourrait en revenir. Le vin est également pris en compte avec modération. Diapositive suivante. Les alimentations végétariennes, alors en fait elles sont pratiquées depuis plusieurs siècles par différents groupes ethniques ou religieux, on y reviendra pour l'Inde notamment, et on peut dire qu'au cours des dernières années, le régime végétarien a été proposé comme une approche thérapeutique. Il y a eu donc, ça va être l'objet de ce qu'Abderrahim va vous présenter, des études qui ont été faites pour regarder les enjeux en lien avec la santé. Diapositive suivante. Alors, ancien, oui, vous voyez par exemple, la médecine s'y est intéressée assez tôt, puisque ici on a un article de 1886 qui vous explique en fait que l'approche végétarienne, c'est quelque chose qui repose sur des données scientifiques, des données sociétales, l'expérience, la moralité, l'économie, enfin, etc. Et donc, qui regardent et qui font déjà des études de composition alimentaire, c'est quand même très intéressant de voir déjà qu'il y avait ces points d'interrogation. Diapositive suivante. Et si on regarde maintenant sur l'échelle des 2 siècles qui ont suivi, eh bien, les végétariens représentent quand même 1/5 de la population mondiale. Donc vous voyez ici cette progression hein, qui est quand même très importante et là qui regarde en fait en fonction en fait, des pays et des années. Hein. Ici, c'est des données des États-Unis hein, qui ont été collectées. Donc, si vous voulez, ici vous avez plus l'évolution qui est faite en fonction du temps.
Donc si vous regardez en termes de prévalence entre 1960 et 2005, bon, il y a une progression qui est quand même assez considérable, mais il y a des endroits qui ont toujours été végétariens. Et donc vous avez bien sûr le pays où on va trouver le plus de végétariens, c'est l'Inde. Et ça pour des raisons qui sont millénaires et liées en fait à la religion. Et vous voyez que, au contraire, si on regarde les évolutions, ben, il y a des endroits effectivement où il y a, pour des raisons diverses, une augmentation des régimes végétariens. Dans certains endroits, on n'a pas de données parce que ce sont des pays sous-développés, mais il y a d'autres pays, comme par exemple le Brésil, où on dispose de données, qui sont à la fois des données, en fait, des raisons socio-économiques, et ici, peut-être des raisons plus sociétales. Voilà, dans certains endroits mixtes, dans d'autres sociétales. Diapositive suivante. Donc, les végétariens qui sont végétariens par choix et ceux qui le sont pour d'autres raisons. Alors maintenant, si on compare les végétariens avec le régime méditerranéen, dont on a parlé tout à l'heure, c'est intéressant parce que méditerranéen, vous voyez, il y a peu d'apports d'origine animale, mais ils existent, et donc c'est une approche intéressante. Et d'autre part, dans le régime méditerranéen, il y a des approches spécifiques dans certaines graisses végétales, par exemple liées à l'huile d'olive. Donc c'est intéressant de regarder les deux. Vous voyez que pour ce qui est du type 2 du diabète, eh bien, on a une réduction en fait, du risque qui est plus importante chez les végétariens que le régime méditerranéen dans cette étude qui n'est pas une méta-analyse, qui est simplement rapportée à un groupe d'analyse sur des cohortes, mais qui malgré tout a calculé des moyennes avec des écarts-types. Mais vous voyez par contre que pour les maladies coronaires, on n'a pas cette différence. Et puis, de façon assez curieuse par rapport à ces autres éléments, c'est toutes les causes de mortalité confondues. Vous voyez que le régime méditerranéen a un effet favorable en réduction de risque sur toutes les causes de mortalité que n'a pas le régime végétarien. Donc, quand on voit ces données qui ne sont pas des méta-analyses, eh bien, on se dit il y a une problématique, il faut quand même aller voir un petit peu plus loin. Je pense que ça pourrait être a posteriori une justification d'avoir fait cette ombrée-là. Diapositive suivante. Alors, le régime végétarien, c'est quand même un ensemble, c'est un peu comme le régime méditerranéen. Il n'y a pas un régime végétarien, il y a plusieurs régimes végétariens, on va tous les décliner. Alors, il y a, on va dire, les jusqu'aux bouddhistes, les végans. Donc, les végans, ça peut aller très loin. Alors, il y a des végans plus ou moins stricts aussi, mais il y a certains végans qui considèrent que même des emballages qui auraient été en contact avec des viandes, etc., c'est-à-dire qu'il ne doit absolument y avoir aucune relation, directe ou indirecte, avec tout ce qui concerne l'alimentation d'origine animale. Et donc la production d'aliments. Alors donc vous voyez que ça se réduit donc finalement fruits, légumes, légumineuses et fruits secs à l'extrême. Les lacto-végétariens introduisent les produits laitiers. Les ovo-végétariens, eh bien eux, ils n'ont que les œufs, mais pas les produits laitiers. Après, on a les lacto-ovo-végétariens, où vous avez les deux qui sont introduits. Les adventistes du 7e jour, eh bien, on a quand même oublié ici l'alcool et le tabac, qui sont des éléments majeurs. Vous avez une étude récente dans le Lancet qui repart sur le débat, bien sûr, de l'alcool dans l'alimentation. Mais le tabac, c'est quelque chose qui est quand même bien avéré également en termes de facteurs de risque. Et donc, vous voyez que pour les adventistes du 7e jour, eh bien, il n'y a pas ce facteur-là, et on verra tout à l'heure qu'en matière de mortalité, ceci n'est pas sans conséquence. Donc ensuite, on a les pesco-végétariens où on introduit le poisson, les fruits de mer, et puis les semi-végétariens, qu'on pourrait qualifier de flexi-végétariens, ce sont ceux qui, en fonction des circonstances, ils sont invités chez des amis, vont quand même manger un petit morceau de viande, mais dans leur alimentation quotidienne, ils éradiquent donc la viande, les aliments d'origine animale, en dehors de ceux que nous avions cités en amont. Donc, de temps en temps, mais très peu fréquemment, de la viande. Voilà. Et puis, bien sûr, les omnivores. Alors, les conséquences. Quelles sont les conséquences du régime végétarien sur les apports en nutriments? C'est ce qui va sous-tendre la problématique présentée dans la revue Ombrella par Abderrahim Oussala. Eh bien, on sait qu'on a des apports limités en nutriments. Alors, tout d'abord, bon, les acides gras oméga 3 à longue chaîne, ça c'est un élément peut-être à regarder parce que c'est la catégorie macronutriments. Autre catégorie macronutriments, les apports en méthionine. C'est difficile de définir, mais comme vous savez, il y a la synthèse endogène de méthionine et il y a les apports alimentaires. Et il n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils soient métabolisés de la même façon, c'est une question.
Alors pour les micronutriments, voilà, donc la question se pose autour du calcium, du fer, sachant que l'alimentation d'origine animale apporte une partie importante du fer sous forme héminique, qui est une forme beaucoup mieux assimilée que le fer inorganique, le zinc, la vitamine B12, la vitamine D, la vitamine B2, donc, et il y en a d'autres, mais on a ciblé un peu plus là-dessus. Il y a un deuxième aspect à considérer, c'est que quand on a un régime végétarien, on a parallèlement des apports dans d'autres micronutriments de façon plus importante. Alors, notamment certaines vitamines du groupe B. Mais on va parler du tocophérol ou d'autres pour les liposolubles. Et eh bien, en fait, une vitamine qui est bien connue, qui est apportée essentiellement dans l'alimentation d'origine végétale, c'est la vitamine B9. Or, il se trouve que dans le métabolisme, la vitamine B9 joue avec la vitamine B12. Elles ont des rôles complémentaires. Donc l'alimentation végétale nous apporte la B9, l'alimentation animale nous apporte la B12. Si on retire l'un des deux, eh bien en fait on peut avoir des problèmes en fait, d'un point de vue manifestation clinique. Par exemple, les régimes qui sont riches en acide folique peuvent masquer des carences en vitamine B12 et peuvent masquer notamment non seulement les symptômes hématologiques, mais également les manifestations neurologiques, hein, qu'on va découvrir après. Et donc ça, c'est un problème qui se pose vraiment dans les populations. Diapositive suivante. Donc, je vais simplement vous parler, focaliser, faire un petit focus sur la vitamine B12. Cette vitamine B12, eh bien, les apports sont critiques, comme je viens de le dire, chez les végétariens. Ces apports sont de 2,4 microgrammes par jour. Si on appuie sur le bouton, on va le voir. Donc 2,4 microgrammes par jour, c'est vraiment très très peu. On va voir tout à l'heure pourquoi. Vous voyez que les besoins sont surtout importants chez les femmes allaitantes, les personnes âgées, donc les femmes enceintes, bien sûr. Et donc, quand on a des apports limitants, eh bien, on va voir que les groupes à risque sont ceux-là. Et puis, eh bien, il y a bien sûr la période de la croissance. Donc, on a situé un petit peu ces zones à risque. Et c'est vrai que dans ces populations, chez les végétariens, on voit des problèmes. Diapositive suivante. Cette vitamine B12, paradoxalement, par rapport à la diversité de ses effets, donc troubles du développement, malformation, anémie mégaloblastique, troubles neurologiques et manifestations métaboliques, eh bien, elle n'intervient que dans deux voies réactionnelles. La synthèse endogène de méthionine. Or, il se trouve que tout à l'heure, on posait la question du besoin limitant en méthionine dans l'alimentation d'origine végétale. Il se trouve que là, elle joue un rôle dans la synthèse endogène. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une interaction intéressante à prendre en considération. Et puis, l'autre voie métabolique, la production de succinylcoenzyme coenzyma, eh bien, c'est une des voies anaplérotiques du cycle de Krebs. C'est-à-dire que l'oxydation des acides gras à nombre impair de carbone passe par cette voie. C'est véritablement un robinet. Si ça ne marche pas, on n'arrive pas à récupérer de l'énergie de ce côté-là. Donc, diapositive suivante. Ça, je ne vais pas trop m'y attarder, c'est pour vous montrer que l'absorption de la B12 est très complexe. Il y a du facteur intrinsèque gastrique, il y a un mécanisme de récepteur au niveau de l'iléon distal, il y a des mécanismes d'interaction avec la flore, et puis le métabolisme endogène intracellulaire qui met en jeu beaucoup de gènes. Ce qui veut dire que si on a des mutations hétérozygotes sur ces gènes, on va moins bien métaboliser. Pourtant, on ne verra rien, parce que c'est hétérozygote. Ce sont des pathologies qui sont homozygotes actuellement. On ne verra rien, n'empêche que si on est végétarien, on a une prédisposition. On a moins d'apport, on a un trouble du métabolisme, à ce moment-là, on peut voir des choses. Et quand on fait des consultations de maladies rares, eh bien, on trouve des fois des manifestations chez des personnes qui sont hétérozygotes parce qu'elles ont, par exemple, un traitement avec de l'oméprazole, hein, mais aussi un régime végétarien. L'oméprazole lui-même ayant des effets sur l'absorption. Donc voilà, des interactions complexes. Alors, diapositive suivante. À l'échelle de la santé publique, les carences en vitamine B12 sont très prévalentes en Inde. Donc vous avez ici un travail que nous avions fait récemment de revue générale sur le sujet, où vous voyez très bien qu'en Inde, la prévalence elle est de l'ordre de 40%. C'est considérable. Le déficit en vitamine B12 est très élevé en Inde. Et c'est bien sûr dans les populations végétariennes qu'on trouve ça. Alors que vous voyez bien sûr que si on va au Danemark ou dans le UK, dans le Royaume-Uni, ça n'est bien sûr pas le cas. Malgré tout, il y a quand même une prévalence de l'ordre de 5% en médiane hein, en Europe. Ce n'est pas non plus un déficit, pas une carence, un déficit, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Voilà. Alors l'Inde, ce n'est pas une distribution homogène, comme vous le voyez. Cette distribution, elle se fait là où, bien sûr, l'hindouisme est le plus développé.
Et donc, c'est donc en lien, évidemment, avec une culture religieuse associée